Camille Larocque était assise au bord d'une table immaculée, les doigts serrés autour d'un verre d'eau glacée. Elle s'efforçait de conserver une apparence calme bien que son corps tout entier soit tendu. Âgée de 32 ans, elle portait une robe noire sobre mais élégante. Ses cheveux étaient tirés en arrière avec soin soulignant la précision de sa tenue. Ce soir-là, elle se trouvait dans un coin feutré du Bella Vista, un restaurant huppé face à sa sœur Élise qui lui lançait ce sourire lassé empreint de condescendance voilée. « Merci d'avoir fait l'effort, mais on sait comment ça va finir. » De l'autre côté de la table, leur père Bertrand consultait sa montre en argent pour la 3e fois en moins de 5 minutes. Leur mère Clara affichait quant à elle son masque social parfaitement rodé, celui qu'elle réservait aux grandes occasions. Aucun d'eux ne savait réellement qui était Camille. Depuis 8 ans, elle gardait un secret farouchement enfoui. Un secret sur le point d'éclater à cause d'une simple inattention d'un serveur. Plus tard, elle confierait à une amie presque avec calme. Ce n'était pas prémédité, je ne cherchais pas la revanche, c'était juste le bon moment. Être l'enfant du milieu chez les Larocque, c'était comme vivre à l'ombre de 2 soleils. Leur maison dans la charmante banlieue de Merville dans le Connecticut respirait la réussite. Murs de briques recouverts de lierre, cheminée dans chaque pièce, lustres étincelants. Un décor en parfait accord avec les ambitions de Bertrand. Dès qu'ils avaient su marcher, Élise et leur petit frère Léo avaient été traités comme des êtres exceptionnels. Camille, elle avait appris à se rendre invisible. Dans le monde des Larocque, l'image comptait plus que l'âme. Et Camille, qui avait préféré une université d'État au lieu d'une institution prestigieuse, avait été discrètement écartée du devant de la scène. Élise était l'emblème familial toujours impeccable, diplômée de la Wharton School, elle brillait dans une firme de capital investissement à Manhattan. Son aura imposait le respect et l'humiliation silencieuse pour Camille. Léo Benjamin Chéri perpétuait quant à lui la tradition familiale en médecine. Neurochirurgien adulé, il faisait la fierté de Bertrand qui se plaisait à évoquer ses exploits à qui voulait l'entendre. Quand Léo ne sauvait pas des vies, on le couvrait d'éloges. Camille, elle avait un jour avoué préférer les énigmes aux honneurs, les humains aux décorations. Cette confession avait suffi à la marginaliser aux yeux de sa famille. À 22 ans, elle avait informé ses parents qu'elle prenait un poste dans l'administration publique. Bertrand s'était contenté d'un temps que c'est stable et Clara avait esquissé son demi-sourire figé, celui qu'elle utilisait pour masquer sa déception. Ce qu'ils ignoraient, ce que Camille ne leur avait jamais confié, c'est qu'elle avait été sélectionnée par l'Académie du FBI à la sortie de ses études. Alors qu'ils la croyaient enfermée dans un bureau à trier des dossiers, elle s'entraînait à grimper, à observer sans être vue, à démonter des réseaux numériques criminels. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, elle dirigeait une unité spécialisée dans la cyberfraude liée aux crypto-monnaies et venait de participer à la chute d'un des plus vastes réseaux d'escroquerie au monde. Elle n'avait jamais eu besoin de les détromper. D'abord à cause de la nature confidentielle de son travail. Moins ils en savaient, mieux c'était. Mais ce n'était pas la seule raison. Un soir, au détour d'un dîner mondain, Bertrand avait éclaté de rire à l'idée qu'un membre de sa famille puisse faire partie des forces de l'ordre. Il avait balayé cette idée d'un revers de la main, qualifiant cela de métier pour ceux qui n'ont pas réussi ailleurs. Ces mots avaient piqué Camille plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et pourtant, au fond, elle aimait être sous-estimée. Pendant qu'Élise se vantait de ses bureaux d'angle avec vue sur Manhattan, Camille, elle déchiffrait des messages codés envoyés par Interpol depuis Genève. Pendant que Bertrand s'inquiétait à voix haute de savoir si sa fille pouvait subvenir à ses besoins, elle encaissait des primes suffisantes pour acheter son 2 pièces sans contracter de prêt. Chaque année, la famille Larocque se réunissait pour ce qu'ils appelaient le dîner annuel. Ce n'était pas un simple repas, c'était une représentation. Un théâtre mondain au Bella Vista. Argenterie scintillante, faux éclats de rire et conversations pleines de chiffres et de titres ronflants. Élise parlait d'investissement à 9 chiffres. Léo évoquait sa nouvelle unité de recherche avec un détachement étudié. Clara arborait un sourire de reine satisfaite. Camille, quant à elle, hochait la tête, souriait, buvait à petites gorgées et encaissait avec grâce les compliments déguisés sur son petit travail stable dans l'administration. Cette année ne devait pas échapper à la règle. Camille avait préparé ses réponses vagues, ses sourires lisses. Elle comptait évoquer vaguement les systèmes fédéraux, hausser les épaules en parlant de paperasse et remercier poliment Bertrand lorsqu'il lui proposerait une fois de plus de la mettre en contact avec un vrai recruteur pour un vrai poste.
Mais l'univers en avait décidé autrement. Ce soir-là, le Bella Vista brillait plus que jamais. C'était une nuit de printemps chaude et feutrée. Des lumières de cristal projetaient des reflets sur les nappes blanches. L'air était chargé de parfums coûteux et d'échos de conversations feutrées. Le Bella Vista n'était pas seulement un restaurant, c'était un étalage de réussite. Camille était arrivée en avance comme toujours. Pour elle, la ponctualité n'était pas un détail, c'était une discipline. Une réservation au nom des Larocque, dit-elle en s'adressant au maître d'hôtel. Bien sûr, mademoiselle Larocque, répondit-il avec un hochement de tête. Souhaitez-vous patienter au bar? Elle accepta, s'installa sur un tabouret en cuir et commanda un Manhattan. L'amertume du cocktail convenait parfaitement à l'amertume prévisible de la soirée. À leur arrivée, c'était comme l'entrée d'une délégation royale. Bertrand, dans son costume bleu parfaitement ajusté, avait l'air d'un sénateur. Clara scintillait dans sa robe perlée parée de sa broche emblématique. Élise, impeccable comme une publicité de magazine, marchait comme si le sol lui appartenait. Léo, quant à lui, portait des boutons de manchette dont le prix équivalait sans doute à 2 mois de loyer pour Camille. Il prenait possession de la salle comme il prenait possession des conversations sans subtilité. Camille, fidèle à sa place habituelle, fut reléguée à un coin de la table entre tante Clarisse, curieusement surprise de la voir en bonne santé, et une cousine dont elle se souvenait à peine. « Tu as bonne mine, dit Clarisse d'un ton plus étonné que sincère. Nouvelle coupe. Juste un rafraîchissement, répondit Camille détachée. Les boissons arrivèrent tout comme la première grande annonce de la soirée. Masse Générale m'a proposé la direction de la division de recherche, lança Léo avec désinvolture. Budget complet, équipe complète, difficile de refuser. Des applaudissements spontanés s'élevèrent. Bertrand rayonnait de fierté. Clara joignit les mains comme dans une prière silencieuse. Élise leva son verre pour un toast solennel. Encore un succès dans le patrimoine Larocque. Puis ce fut au tour d'Élise. Je prends la tête du nouveau département de développement durable, annonça-t-elle en sirotant son vin blanc. Nous gérons un portefeuille de 4,8 milliards de dollars. Un autre round de verres entrechoqués, de regards brillants et de félicitations. Camille resta silencieuse, attendant le moment inévitable où quelqu'un se souviendrait de sa présence. Ce fut oncle Thierry qui brisa l'équilibre, avec ce ton léger et condescendant à la fois. « Et toi, Camille ? Toujours aux archives. »« Je travaille au ministère de la Justice, » répondit Camille, la voix égale, neutre. « Fascinant, » lança oncle Thierry, un sourire narquois au coin des lèvres. « Aussi palpitant que de regarder sécher de la peinture, j'imagine que tu passes tes journées à trier des papiers poussiéreux pour la justice. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, Bertrand l'interrompit, sur un ton paternaliste. « Elle est dans le soutien administratif, tu sais. Ce qui maintient la machine en marche, c'est essentiel. » Camille manqua de rire. La semaine précédente, elle avait brièvement informé une sous-commission sénatoriale sur les flux de blanchiment d'argent transitant par le dark web, mais bien sûr, pour sa famille, elle restait la gestionnaire de classeurs. Clara s'empressa de changer de sujet. « Tu vis toujours dans ton petit studio ? » demanda-t-elle d'une voix douce, qui masquait à peine une pointe de jugement. « Tu pourrais facilement doubler la surface en déménageant à Jersey. » Élise renchérit avec nonchalance. « Moi, j'aime bien l'endroit où je vis moi aussi, » répondit Camille, sans relever. Le premier plat arriva, de fines tranches de poisson fumé, surmontées de micro-pousses délicatement agencées tandis qu'elle prenait sa fourchette. Camille sentit un regard posé sur elle. Elle leva les yeux et aperçut, de l'autre côté de la salle, un jeune serveur qui la fixait. Il portait l'uniforme impeccable d'un nouveau venu. Chemise un peu large, attitude encore hésitante, pas encore rodée au calme feutré et confiant du personnel expérimenté du Bella Vista. Son visage lui disait quelque chose, mais la lumière tamisée du restaurant brouillait les contours. Elle détourna les yeux, se reconcentrant sur son assiette. Puis sa mère l'interrogea à nouveau. « Tu vois quelqu'un en ce moment ? » « Pas actuellement, répondit Camille d'un ton neutre. « Eh bien, commença Clara d'un air entendu, l'ami de Léoline est toujours célibataire. Chirurgien pédiatrique, un joli sourire. Et une maison au bord du lac, ajouta Élise avec satisfaction. Tu devrais la rencontrer. » Avant que Camille ne puisse répondre, le cousin Ryan intervint. « Tu n'as jamais pensé à reprendre des études ? Un MBA par exemple ?
Ça pourrait vraiment t'ouvrir des portes intéressantes. Camille se contenta de sourire. Elle repensa à sa dernière mission d'infiltration. Piratage d'un registre numérique volé qui avait permis de mettre à jour une fraude internationale de plusieurs millions. Ironiquement, l'entreprise dans laquelle Ryan avait investi en faisait partie sans le savoir. J'y réfléchirai, répondit-elle avec douceur, maîtrisant à la perfection son masque d'indifférence. Puis elle aperçut à nouveau le serveur. Il se déplaçait maintenant discrètement entre les tables, glissant quelques mots au chef de la sécurité du restaurant. Son estomac se noua. Elle le reconnut. Ezra Mckellen. Un prodige de la cybersécurité au visage discret mais à la mémoire vive. Un ancien témoin clé dans l'affaire hautement médiatisée du registre Veille. Elle l'avait préparé pendant des semaines pour le procès du printemps dernier. Et maintenant il était ici dans ce restaurant déguisé en serveur, ou peut-être pas si déguisé. Que faisait-il ici? Alors que le serveur se rapprochait, Camille essaya de lui faire un discret signe de tête. Pas maintenant, pas ici. Mais au lieu de comprendre, il sembla ravi de la reconnaître. Agent Larocque, lança-t-il d'une voix bien trop forte pour l'ambiance feutrée du restaurant. Quel plaisir de vous revoir. Léo se pencha légèrement abasourdi. Attends, l'affaire dont parle le journal du Times, les retraites volées, c'était vous. Mon équipe et moi, précisa Camille. Je dirige la cellule des fraudes liées aux crypto-monnaies. On a travaillé sur plusieurs dossiers très sensibles. Beaucoup ne sont jamais rendus publics pour des raisons de sécurité. Bertrand balbutia. Tu portes une arme, un badge. Camille ouvrit calmement son sac à main, en sortit un petit portefeuille en cuir et le posa doucement sur la nappe. Le badge brillait sous la lumière des lustres nets et officiels. Élise tendit la main hésitante comme si elle allait toucher une relique. Ses doigts tremblaient à peine. C'est réel, souffla-t-elle. Oncle Thierry laissa échapper un long sifflement bas incrédule. Eh bien, fonctionnaire, dit oncle Thierry comme pour rattraper l'humiliation de tout à l'heure, une lueur presque fière dans le regard. Tout ce temps on pensait que tu remplissais des papiers. Camille répliqua sèche. Je sais, tu as été très clair là-dessus. Clara fronça les sourcils secoués. Mais pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Camille balaya la table du regard. Parce que personne n'a jamais vraiment demandé. Pas sérieusement. Vous avez tous supposé, et moi je n'ai jamais corrigé vos suppositions. Élise plissa les yeux, son ton glacial. Tu veux dire on s'est juste fait des idées sur ta vie? Non, répondit Camille calmement. Vous y avez cru. Parce que ça collait parfaitement avec l'histoire que vous aviez déjà écrite à mon sujet. Léo passa une main sur son menton troublé. Attends, tu veux dire que pendant toutes ces années tu traquais des criminels pendant qu'on te proposait des petits jobs et des rendez-vous arrangés? Camille acquiesça, la voix posée. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. À cet instant, un homme grand et élégant s'approcha. Vêtu d'un blazer sombre, les cheveux argentés impeccablement coiffés, il s'adressa à elle avec respect. Agent Larocque, dit-il d'un ton officiel. Veuillez excuser l'erreur des stagiaires. Et merci sincèrement pour votre travail. Camille se tourna vers lui avec un léger sourire. Tout va bien, Darren. Comment se passe l'intégration du nouveau pare-feu? Parfaitement. Nous avons détecté 2 menaces la semaine dernière. Grâce à vos recommandations. Bertrand le fixait décontenancé. Attendez, vous connaissez le chef de la sécurité ici? Camille hocha la tête. J'ai briefé son équipe il y a 3 mois. Une menace visait plusieurs établissements de la ville, y compris ce restaurant. Nous avons neutralisé le risque à temps. Élise se renversa dans son siège abasourdie. Tu es en train de dire que tu as empêché une attaque ici? Camille haussa légèrement les épaules. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais oui. Le Bella Vista faisait partie des cibles. Léo, toujours figé, retrouva enfin sa voix. Est-ce que tu as déjà été en danger? Camille hésita. Puis dans un geste discret, elle remonta légèrement sa manche, dévoilant une cicatrice fine rosée sur le haut de son épaule. Croatie l'année dernière. Une extraction qui a mal tourné. Une balle a frôlé l'artère. À quelques millimètres près, je n'étais plus là. Un silence glacial s'abattit. Clara porta sa main à sa bouche, les yeux brillants. Tu m'avais dit que tu avais un rhume, murmura-t-elle.
Camille laissa échapper un sourire doux et fatigué. Oui, la morphine me rendait un peu confuse, mais je me souviens quand même t'avoir appelé pour Thanksgiving. Le silence s'abattit de nouveau. Mais cette fois ce n'était pas le même silence que précédemment. Ce n'était plus le choc ni le jugement. C'était une forme de respect. Une prise de conscience douce amère. Clara finit par murmurer. Tu as toujours eu du potentiel, Camille. J'aurais dû. Elle s'interrompit comme si les mots la trahissaient déjà. Mais Camille la devança sans colère. Non, tu ne l'as pas eu. Tu avais déjà décidé que je n'étais rien d'important. Et tu ne t'es jamais donné la peine d'aller plus loin. Élise baissa les yeux. Sa voix n'était plus sèche mais timide. Ce n'est pas juste. Camille la fixa droit dans les yeux. À Noël dernier, tu te souviens. Tu m'avais proposé un poste à la réception de ta boîte. Comme un petit lot de consolation. Élise grimaça se rappelant. Oui, j'ai peut-être été un peu suffisante, coupa Camille avec calme. Dédaigneuse. Condescendante. Mais surtout indifférente à qui je suis vraiment. Léo leva la main à moitié comme à l'école. Ok, je vais le dire à voix haute. On a merdé. Tous autant qu'on est. Il regarda leurs parents puis sa sœur Élise. On t'a toutes et tous traités comme un puzzle incomplet. Alors que peut-être le tableau n'était pas cassé. Juste différent. Clara chuchota presque honteuse. On ne savait pas comment te voir. Camille secoua la tête. Non, vous n'avez pas essayé. Il n'y avait plus de colère dans sa voix. Plus vraiment. Juste une lassitude profonde. La fatigue d'avoir dû se cacher derrière des sourires polis. De faire semblant que tout allait bien. De cacher qui elle était vraiment. Elle sortit à nouveau son badge de sa poche. Mais cette fois ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit. C'était pour elle. Pour se recentrer. Voilà qui je suis. Quelques jours plus tard, une enveloppe attendait Camille dans sa boîte aux lettres. Pas un SMS. Pas un email. Non, une lettre. En papier. Avec l'encre tremblante d'un mot choisi. Une invitation à dîner. Signée de la main de ses parents. Le message était bref mais clair. Nous aimerions parler. Le samedi suivant, Camille gara sa vieille berline. Fidèle, cabossée mais toujours fiable. Entre le SUV électrique de Léo et l'élégante décapotable blanche d'Élise. Sa mère lui ouvrit la porte, elle la serra dans ses bras. Plus longtemps que d'habitude. Tu es rayonnante, lui souffla-t-elle tendrement. Entre. Tout le monde est là. Ils t'attendent. Camille entra. Mais elle le savait déjà. Ce dîner-là ne serait pas comme les autres. Ils étaient tous installés dans le salon formel. Celui qu'on n'utilisait qu'aux grandes occasions. Alignés comme pour une réunion du conseil d'administration. Bertrand était assis dans son fauteuil en cuir. Tandis qu'Élise et Léo occupaient le canapé. 2 chaises avaient été ajoutées. Une pour Camille. L'autre pour peut-être l'honnêteté. Dès qu'elle entra, Bertrand se leva. Rien que cette attitude imposante la fit presque reculer. Merci d'être venu, dit-il d'une voix grave mais sincère. Bien sûr, répondit Camille s'asseyant avec calme. Nous aimerions comprendre, commença Delphine avec douceur mais une pointe d'émotion dans la voix. Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Au début, expliqua Camille, c'était par sécurité. Elle posa son regard sur chacun d'eux lentement. Mais plus tard, c'est parce que vos suppositions ont étouffé tout ce que j'aurais pu dire. Delphine murmura presque à elle-même. Ce n'était pas intentionnel au début. Je sais, répliqua Camille. Mais le sens et l'impact de tout ça ne sont jamais les mêmes. Elle fixa son père intensément. Tu te souviens de ma remise de diplôme? Bertrand baissa les yeux. Je pensais que tu te contentais de ce que tu avais. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais choisi cette université, poursuivit-elle d'une voix ferme. Elle possède l'un des meilleurs programmes en technologie médico-légale du pays. On t'a laissé tomber. Camille ne répondit pas. Le silence dans la pièce était plus lourd que des cris. Elle ne voulait pas d'excuses. Elle voulait une reconnaissance. Et peut-être juste peut-être une chance de repartir à zéro. J'ai témoigné devant le Congrès, dit-elle simplement. J'ai dirigé des groupes de travail dans 4 pays. J'ai formé des agents.
J'ai récupéré plus de 800 millions de dollars. Puis sa voix s'adoucit mais restait ferme. Et jamais pas une seule fois aucun d'entre vous n'a pensé à me demander ce que je faisais vraiment. Léo se frotta les yeux décontenancé. Je n'y avais jamais pensé. J'étais tellement sûre que tu n'étais pas comme nous. Je ne le suis pas, répondit Camille. Et ça aurait dû aller. Pour la première fois, Élise la regarda vraiment profondément. Tu es la plus courageuse d'entre nous, admit-elle enfin. Et nous ne l'avons pas vue. Maintenant, si, dit Camille avec un sourire. La suite dépend de nous tous. 3 mois plus tard, la famille d'Avant était réunie autour de la grande table à manger de Camille dans son appartement de Gramercy Park. Admirée pour ses moulures d'origine et son charme d'avant-guerre. Bertrand tenait dans ses mains son prix de directeur du FBI. Ce n'est pas une blague, déclara Théil avec émotion. Tu l'as bien mérité. Élise, devenue procureure à la brigade des crimes financiers, leva son verre. À Camille pour nous avoir montré que le succès n'est pas une question de statut mais de but. Camille sourit. Un vrai sourire cette fois. Elle ne se cachait plus. La table n'était plus parfaite. Mais elle représentait quelque chose de bien plus précieux. La vérité. Et cela suffisait. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants.